Hollywood aime se vanter de ses années dorées, mais tous les classiques n'étaient pas impeccables. Certains films ont creusé si profondément dans l'obscurité humaine que les studios, les censeurs et les gardiens de la morale se sont empressés de les enterrer. Ce n'étaient pas seulement des thrillers, c'étaient des bombes à retardement qui remettaient en question la moralité, l'autorité et même le rêve américain. Alors, pourquoi le public était-il si secoué et qu'est-ce que Hollywood craignait le plus? Que les gens puissent réellement se reconnaître dans ces ombres. Attachez vos ceintures, vous êtes sur le point de le découvrir. Scarlet Street, 1954. Imaginez un caissier timide tombant dans un cauchemar où l'amour devient une arme et la moralité est jetée par la fenêtre. C'est Scarlet Street, le portrait dévastateur de l'obsession par Fritz Lang. Edward G. Robinson joue Christopher Cross, un homme d'âge moyen pris dans la toile d'une femme manipulatrice qui le convainc de financer ses rêves. Cela ressemble à un film noir classique, n'est-ce pas? Faux. Lang est allé plus loin, en éliminant tout espoir. Ce qui a secoué le public, ce n'était pas seulement l'adultère ou le crime, c'était la fin. Cross n'est pas puni par la prison, ni récompensé par la rédemption. Au lieu de cela, il erre dans les rues, détruit, tourmenté par les voix des personnes qu'il a ruinées. Un fantôme dans sa propre peau. Hollywood avait appris aux spectateurs que la justice arrivait toujours à la fin d'une histoire criminelle. Lang a craché au visage de cette règle. Les répercussions furent brutales. Des villes comme New York et Atlanta ont carrément interdit le film, le déclarant corrosif pour la morale publique. Pourquoi? Parce qu'il suggérait que les citoyens ordinaires de la classe moyenne n'étaient qu'à une tentation de la ruine. Ce n'étaient pas les criminels et les ruelles sombres que nous devions craindre, c'était nous-mêmes. En refusant de dédouaner le public, la rue rouge semblait dangereuse d'une manière que peu de films avaient jamais atteinte. Lang ne montrait pas seulement la corruption. Il a laissé entendre que cela se cachait dans chaque foyer respectable. C'est pourquoi Hollywood a essayé de l'enterrer. De Tours, 1945. Oubliez les décors de studio brillants. De Tours a été réalisé sur Poverty Row avec un budget si minuscule que la plupart des productions dépensaient plus pour le déjeuner. Pourtant, ce qu'Edgar G. Ulmer a créé est devenu l'une des visions les plus sombres de l'histoire du cinéma. L'histoire suit Al Roberts, un pianiste malchanceux qui fait de l'autostop à travers le pays, seulement pour se retrouver piégé dans une spirale d'accidents et de manipulation qui ressemble moins à de la malchance et plus au destin qui se moque de lui. Voici le hic. Roberts ne prend pas de décisions stupides. Il prend les seules décisions qui s'offrent à lui. Chacune l'enfonce plus profondément dans le gouffre, prouvant que le libre arbitre n'est qu'une illusion. Les critiques l'ont qualifié de coup de poing existentiel. Pas l'ombre d'une rédemption, pas de morale de tribunal, juste un destin implacable. Et puis, sont venus Vera et Savage, offrant une performance si tranchante qu'elle pourrait couper du verre. Elle n'était pas juste une intrigante, elle était une force de la nature, grondante et imprévisible, transformant Roberts en sa marionnette personnelle. Les spectateurs qui s'attendaient à de l'évasion ont plutôt eu un miroir braqué sur eux. Les visuels granuleux d'Ulmer et les décors bon marché lui donnaient une allure de documentaire, comme si vous regardiez de vraies personnes se désintégrer en temps réel. Les censeurs le détestaient non pas pour le gore ou le scandale, mais parce qu'il murmurait une vérité terrifiante. La vie ne récompense pas la vertu. Parfois, ça vous use simplement. Cette noirceur a fait de Tours un film que l'industrie préférerait oublier. Pourtant, il reste un chef-d'œuvre culte précisément parce qu'il n'a jamais détourné le regard de l'abîme. The Big Heat, 1953. S'il y a jamais eu un moment qui a fait sursauter le public, c'était la scène du café. Dans The Big Heat de Fritz Lang, le gangster Vince Stone perd son sang-froid et jette du café brûlant directement au visage de sa petite amie. Pas de coupure, pas de pitié. La caméra vous fait témoigner de l'horreur. Le personnage de Gloria Graham passe le reste du film marqué, un rappel vivant que la violence ne disparaît pas après le coup. Elle persiste, mais le choc ne s'est pas arrêté là. L'intrigue suit le détective Dave Bannion, un flic dont la femme est tuée dans un attentat à la voiture piégée qui lui était destinée. Ce qui commence comme une histoire de justesse se transforme en une étude de l'obsession. Bannion cesse de ressembler à un noble officier et commence à refléter les criminels qu'il traque. Lang vous oblige à vous demander, si la vengeance motive un homme, qu'est-ce qui le sépare des voyous qu'il méprise? Les censeurs se sont retrouvés dans une impasse. Techniquement, le film respectait les règles. Le crime était puni. Les héros ripostaient. Mais l'esprit
L'esprit du code a été déchiqueté. Ce n'était pas de la violence aseptisée, c'était intime, grotesque et impossible à oublier. Même des institutions comme la police et le gouvernement municipal n'ont pas été épargnées, dépeintes comme pourries jusqu'à la moelle. Les spectateurs sont repartis secoués. La brûlure de café n'était pas juste une cicatrice sur le visage d'un personnage. C'était une cicatrice sur le cinéma américain, preuve que les films pouvaient montrer la cruauté de manière inoubliable. Pas étonnant qu'Hollywood ait essayé de minimiser celui-ci. Il révélait la brutalité non pas comme une exception, mais comme un système. Kiss Me Deadly, 1955. Prenez un détective dur à cuire, enlevez-lui son charme et plongez-le dans la paranoïa de la guerre froide. C'est Kiss Me Deadly. Robert Aldrich a pris le héros de roman noir de Mickey Spillane, Mike Hammer, et l'a transformé en quelque chose de brutal et sans âme. Ce Hammer ne résolvait pas des mystères pour la justice. Il battait des suspects, exploitait des femmes et cherchait des sensations fortes avec un sourire en coin. Mais le véritable choc est venu sous la forme d'une valise mystérieuse. Au lieu de bijoux volés ou de lettres de chantage, la valise semblait contenir du matériel radioactif, un objet si puissant qu'il pourrait anéantir la civilisation. Soudain, un thriller criminel s'était transformé en cauchemar de l'ère atomique. En 1955, lorsque les écoliers s'entraînaient à se baisser et se couvrir, c'était plus qu'un divertissement. C'était une angoisse nationale projetée sur grand écran. La Légion catholique de la décence l'a condamnée comme immorale. Les critiques l'ont qualifiée de sadique. Les observateurs du gouvernement se demandaient si des films nihilistes comme celui-ci étaient dangereux pendant la guerre froide. Le point culminant, où l'ouverture de la valise libère ce qui ressemble à un feu nucléaire, était comme jeter une allumette dans l'essence culturelle de l'époque. Pourquoi Hollywood a-t-il reculé? Parce que le film suggérait que la curiosité elle-même pouvait être catastrophique, que même poser des questions dans une histoire de détective pourrait mettre fin au monde. Kiss Me Deadly était plus que du noir. C'était une prophétie, et cela terrifiait quiconque voulait que les films restent prudents. Touch of Evil, 1958. Orson Welles n'a pas seulement fait un film noir, il a construit un cauchemar. Touch of Evil s'ouvre avec l'un des plans les plus célèbres du cinéma, une prise de 3 minutes suivant une voiture piégée avec une bombe à travers une rue bondée, se terminant par une explosion enflammée. Dès le début, vous savez que ce n'est pas une question de mystère bien rangé. Il s'agit de chaos. Charlton Heston joue un officier mexicain des stupéfiants, un choix de casting que les critiques trouvaient déjà discutable à l'époque. En face de lui, Welles lui-même joue le capitaine Quinlan, un chef de police si corrompu qu'il fabrique des preuves, intimide les suspects et tord la justice jusqu'à la briser. Ce n'était pas l'application de la loi comme protecteur, c'était l'application de la loi comme prédateur. Universal Studios a paniqué. Ils ont pris le montage de Welles, l'ont brouillé, ajouté une narration explicative et émoussé les aspects les plus tranchants du film. Pourquoi? Parce que Welles avait osé suggérer que l'autorité américaine à l'étranger ressemblait beaucoup à de l'exploitation et à la décadence. Ce genre de message n'était pas bienvenu dans les années 1950. Ce n'est que des décennies plus tard, lorsque la vision originale de Welles a été restaurée, que le public a saisi tout l'impact. Un portrait sombre de la corruption, du racisme et de l'effondrement moral à la frontière. À l'époque, cependant, Hollywood l'a traité comme une patate chaude. Il ne voulait pas admettre que l'un des leurs avait tiré le rideau trop loin. Pick Up on South Street, 1953. Samuel Fuller n'a jamais suivi les règles, et Pick Up on South Street l'a prouvé. Alors que la plupart des thrillers de la guerre froide peignaient les ennemis de l'Amérique en noir et blanc, Fuller a brouillé les lignes avec un héros qui n'en était pas un. Skip McCoy, un petit pickpocket, vole le sac à main d'une femme dans le métro de New York et s'empare sans le savoir d'un microfilm contenant des secrets gouvernementaux. Soudain, il se retrouve au milieu d'un complot d'espionnage. Mais voici le rebondissement. Il ne se soucie pas du patriotisme. Il veut juste un jour de paix. Cette indifférence était la véritable grenade. En 1953, la loyauté était tout. Hollywood s'occupait à exhiber des héros brandissant le drapeau. Et voilà que Fuller arrive en disant « Et si le type qui sauve l'Amérique n'en avait rien à faire ?» Les responsables du FBI étaient furieux. Ils ont qualifié le film d'anti-américain et l'ont accusé de saper le moral national. Mais Fuller a redoublé d'efforts. Il a dépeint New York comme un endroit où l'idéologie ne signifiait rien et où la survie signifiait tout. Les flics, les espions, les criminels, ils étaient tous juste des acteurs cherchant à avancer.
Aujourd'hui, ce qui a secoué les critiques, c'est à quel point tout cela semblait plausible. Au lieu de nobles agents du gouvernement sauvant la situation, c'était un escroc qui a remporté la victoire, presque par accident. Hollywood ne savait pas quoi faire de ce message. À une époque où les films étaient censés inspirer confiance, Pick Up on South Street rappelait aux gens que parfois le monde est protégé, non par la vertu, mais par l'intérêt personnel, ce qui en faisait l'un des films noirs les plus subversifs jamais réalisés. The Naked Kiss, 1964. Si vous pensiez que Pick Up on South Street de Fuller a ébranlé les nerfs, attendez d'entendre parler de son The Naked Kiss. Le film ne perd pas de temps pour vous choquer. La scène d'ouverture montre une femme chauve battant violemment un homme avant de réajuster sa perruque et de s'en aller. Ce choc n'était pas juste pour le spectacle. Fuller arrachait le masque de la respectabilité des petites villes, et ce qu'il révélait en dessous était encore plus laid. L'histoire suit Kelly, une ancienne prostituée, essayant de repartir à zéro dans une ville bienveillante. En apparence, elle est entourée de voisins polis, de bienfaiteurs généreux et d'un ordre suburbain propre. Mais en creusant plus profondément, Kelly découvre la pourriture en dessous. Le citoyen le plus respecté de la ville s'attaque aux vulnérables. Fuller renverse la morale. Le soi-disant paria devient la véritable boussole morale, tandis que les piliers de la communauté sont les monstres. Les spectateurs n'étaient pas prêts pour ça. En 1964, la plupart des films évitaient encore les tabous sociaux, mais The Naked Kiss les piétinait, les groupes religieux ont boycotté, les cinémas ont refusé de le projeter, et les critiques l'ont qualifié d'exploitation. Fuller s'en moquait. Il a soutenu que ignorer la corruption était pire que de la confronter, et sa caméra obligeait les spectateurs à affronter des vérités qu'ils préféraient ignorer. Hollywood détestait cela, parce que cela exposait ce que la société polie voulait cacher. Ce n'était plus du film noir de fantaisie, c'était une autopsie du rêve américain, et les conclusions étaient trop troublantes pour être classées. Night and the City, 1950. Jules Dassin avait déjà prouvé qu'il pouvait écorcher la société avec une force brute. Mais Night and the City allait plus loin. Situé dans les bas-fonds sordides du Londres d'après-guerre, il suit Harry Fabian, interprété avec un désespoir maniaque par Richard Widmark. Fabian est un arnaqueur avec de grands rêves de percer dans la promotion de la lutte. Mais chaque plan s'effondre en dettes, trahison et ruine. Ce qui rendait le film si troublant, ce n'était pas la violence, c'était le vide. Il n'y a pas de héros, pas de moment de rédemption, pas de centre moral. Chaque personnage lutte pour sa survie, et la loyauté ne dure que jusqu'à ce que quelqu'un d'autre fasse une meilleure offre. Les critiques ont été choqués, qualifiant cela d'histoire sans sympathie, un film plein de parasites se nourrissant les uns des autres. Les spectateurs, qui s'attendaient à trouver au moins une figure décente à laquelle s'accrocher, n'ont trouvé que des prédateurs. Dassin a créé un monde où le capitalisme semblait indiscernable de la criminalité. Chaque poignée de main cachait un couteau. Cette vision sombre de la société d'après-guerre a secoué ceux qui voulaient croire que les décombres de la guerre avaient cédé la place à un avenir plus radieux. Au lieu de cela, Dassin a montré que le désespoir était la nouvelle norme. Hollywood a essayé de minimiser Night and the City, mais son énergie fiévreuse ne pouvait pas être contenue. Aujourd'hui, il est rappelé comme l'un des chefs-d'œuvre les plus sombres du film noir, précisément parce qu'il refusait de vous donner quelqu'un à soutenir. Il posait la question la plus effrayante de toutes. Et si la société elle-même était le méchant? Gun Crazy, 1950. Certains films glamourisent le crime par accident. Gun Crazy l'a fait exprès. Joseph H. Lewis a livré une histoire qui rendait le vol aussi romantique que dangereux, comme si c'était le destin. Bart Terre, un tireur d'élite troublé, tombe amoureux d'Annie Laurie Starr, une tireuse de foire avec un goût pour le risque. Ensemble, ils se lancent dans une série de crimes qui brouillent la ligne entre passion et destruction. La séquence la plus célèbre, un braquage de banque filmé en un seul plan depuis l'intérieur de la voiture de fuite, était révolutionnaire. Le public ne fait pas que regarder, il est piégé sur la banquette arrière, complice du braquage. Les critiques ont dit que la technique faisait sentir les spectateurs comme des complices. Soudain, le crime ne ressemblait plus à quelque chose qui arrivait aux autres. C'était comme si vous en faisiez partie. Les censeurs ont paniqué. La romance hors la loi du couple semblait justifier leur crime, les présentant comme des amants tragiques plutôt que comme des méchants. Cela a frappé de peur les gardiens de la morale qui s'inquiétaient pour les publics impressionnables.
pourrait commencer à voir l'illégalité comme glamour. Il n'avait pas tort. Gun Crazy a directement inspiré Bonnie and Clyde des années plus tard, un film qui a ouvertement reconnu l'influence de Louise. Ce qui rendait Gun Crazy dangereux, ce n'était pas sa violence, mais son empathie. Il osait suggérer que les gens enfreignent la loi, non seulement par avidité, mais par désir, envie et désespoir. C'était une vérité que Hollywood ne voulait pas mettre en lumière. Dans un lieu solitaire, 1950, Humphrey Bogart était le dur à cuire par excellence d'Hollywood, mais dans un lieu solitaire, Nicholas Ray a dépouillé son charme pour ne laisser que des nerfs à vif. Bogart incarne Dixon Steele, un scénariste au tempérament violent, dont la relation avec sa voisine, Laurel Gray, commence comme une romance et se transforme en peur. Dès le début, Ray vous fait vous demander, Dixon est-il capable de meurtre ou juste d'une rage terrifiante? Les moments les plus glaçants du film ne sont pas des meurtres ou des mystères, ce sont des disputes. Les accès de colère soudains de Dixon, sa jalousie possessive et sa manipulation émotionnelle étaient douloureusement réels. Les critiques étaient troublées parce que la méchanceté ici n'était pas celle d'un chef de gang ou d'un gangster, mais domestique. C'était à la maison. Ray a lutté contre les censeurs pour garder ces moments intacts, insistant sur le fait que la violence émotionnelle était tout aussi dévastatrice que la violence physique. Cette décision a rendu le violent étrangement authentique. Les spectateurs venus pour le détachement habituel de Bogart ont eu un portrait de la masculinité toxique, si brute qu'il a complètement dépouillé le glamour de la romance. Même la fin refuse la clarté. La culpabilité ou l'innocence de Dixon dans un crime central reste délibérément non résolue. Au lieu de réponse, Ray a donné au spectateur un sentiment de malaise. Le film portait moins sur la question de savoir si Dixon avait tué quelqu'un et plus sur la question de savoir si l'amour peut survivre lorsque la violence couve toujours sous la surface. Hollywood ne savait pas quoi en faire. Il ne pouvait pas le présenter comme un thriller et il ne pouvait pas le vendre comme une histoire d'amour. C'était trop sombre, trop réel et bien trop proche de chez nous. Force of Evil, 1948. Force of Evil, d'Abraham Polanski, ne racontait pas seulement une histoire criminelle. Il déclarait la guerre au capitalisme lui-même. Avec John Garfield dans le rôle d'un avocat impliqué dans un réseau de jeux illégaux, le film dépeignait la corruption à la Wall Street comme indissociable du crime organisé. Le système ne défaillait pas, il fonctionnait exactement comme prévu. C'était cela, la partie terrifiante. Les spectateurs s'attendant à un drame de gangsters se retrouvaient face à une critique du cœur financier de l'Amérique. Polanski traçait une ligne directe entre les petits raquets de rue et les salles de conseil d'administration dans les gratte-ciel. C'était une affirmation audacieuse en 1948, lorsque la nation voulait de l'optimisme après la guerre. Pas un rappel que la cupidité était ancrée dans les institutions mêmes en lesquelles les gens avaient confiance. Mais le timing ne pouvait pas être pire. Polanski, un gauchiste connu, a rapidement fait face à la liste noire d'Hollywood. Le film a été enterré sous des accusations de subversion, rejeté comme de la propagande et discrètement mis de côté, tandis que les studios prenaient leur distance. La carrière de Garfield ne s'est jamais rétablie non plus, malgré sa performance impressionnante. Ce qui rendait Force of Evil troublant, ce n'était pas la violence graphique ou le scandale, c'était son message. Le film laissait entendre que la corruption n'était pas un défaut du système, c'était le système. Pour les spectateurs habitués à croire en des divisions nettes entre le bien et le mal, cette révélation a frappé comme une gifle. Hollywood a essayé de le faire disparaître, mais le temps n'a fait que confirmer à quel point la vision de Polanski était vraiment incisive. They Live by Night, 1948. They Live by Night de Nicholas Ray était censé être un tremplin pour les stars, mais le studio lui a à peine donné une chance. Pourquoi? Parce qu'il était trop sympathique, trop tendre et trop accablant. L'histoire suit Bowie et Kish, deux jeunes amoureux en fuite après une évasion de prison. Au lieu de criminels endurcis, Ray a présenté au public des jeunes vulnérables piégés par les circonstances. Le film était révolutionnaire par son intimité. Loin d'être glamour, l'amour du couple était fragile, leur rêve modeste. Ils ne voulaient pas de richesse, ils voulaient la normalité. Mais le destin, comme toujours dans le noir, avait d'autres plans. Chaque tentative de rentrer dans le droit chemin les enfonçait plus profondément dans l'emprise du crime. À la fin, vous n'applaudissiez pas la justice, vous pleuriez l'inévitabilité. Les studios ont paniqué. Dans le climat de l'Amérique d'après-guerre, dépeindre des criminels comme des êtres humains relatables semblait danger.
dangereusement proche de les approuver. Certains critiques ont accusé le film de répandre une certaine indulgence envers les hors-la-loi. La sortie a été retardée, mal gérée, et dans de nombreux marchés, pratiquement enterrée. Ce qui le rendait troublant, ce n'était pas le gore ou le scandale, mais le refus de condamner ses protagonistes. Ray a suggéré que c'est la société elle-même qui les a acculés, que l'amour ne pouvait pas les sauver, et que parfois les gens sont condamnés avant même de commencer. Ce niveau d'empathie terrifiait les censeurs qui avaient besoin de héros et de méchants clairs. Pas étonnant qu'Hollywood les mis de côté chaque fois qu'il le pouvait. Thieves Highway, 1949. Jules Dassin avait un talent pour creuser dans la saleté de la société, et Thieves Highway ne faisait pas exception. Situé dans le monde impitoyable du transport de produits, le film suivait un vétéran de retour, essayant de gagner sa vie sur les marchés de fruits de Californie. Au lieu d'un travail noble, il découvrait l'exploitation, la corruption et la brutalité cachées au grand jour. Le film ne romantise pas. Les camionneurs s'effondrent d'épuisement. Les accords sont truqués. Les travailleurs sont trompés et jetés de côté. Ce qui a secoué les censeurs, ce n'était pas seulement la dureté, c'était la suggestion que l'économie florissante de l'Amérique d'après-guerre était construite sur des dos brisés. Ce n'était pas le récit de victoire que le pays voulait entendre en 1949. Hollywood était également mal à l'aise avec sa représentation des travailleurs immigrés écrasés par un système qui profitait de leur désespoir. À une époque où les films étaient censés défendre le rêve américain, Thieves Highway a exposé le cauchemar sous-jacent. Dassin lui-même est devenu une victime de la liste noire peu après, et le film a été relégué dans l'ombre, rappelé seulement par les cinéphiles pendant des années. Sa puissance troublante résidait dans son réalisme. Il n'y avait pas de parrain de la mafia ici, pas de réseau criminel glamour, juste une cupidité ordinaire qui dévorait les gens. Cela touchait de trop près une industrie construite sur la vente d'espoir. Brute Force, 1947. Si les drames carcéraux étaient censés rassurer le public sur le triomphe de la justesse, Brute Force de Jules Dassin détruisait cette illusion. Burt Lancaster mène un casting de détenus désespérés, vivant sous le joug d'un directeur sadique et de ses gardes. Au lieu de montrer la prison comme un lieu de réforme, le film la dépeignait comme une machine de cruauté, broyant les hommes en poussière. La violence était choquante pour 1947. Les passages à tabac, la torture et le désespoir étaient représentés avec une brutalité à laquelle les spectateurs n'étaient pas habitués. Dassin n'hésitait pas à montrer comment l'enfermement dépouillait de leur humanité. Encore plus troublant était le directeur lui-même, dépeint non pas comme une figure imparfaite, mais comme un monstre se délectant de pouvoir. Les critiques ont accusé le film de glorifier la rébellion en prison, tandis que les censeurs se tortillaient devant sa représentation des figures d'autorité comme sadiques et corrompues. Le message était clair. La cruauté n'était pas une exception derrière les barreaux, c'était la règle. Hollywood ne voulait pas mettre en avant la brutalité systémique. Le studio a coupé des scènes, adouci les dialogues et tenté d'atténuer les aspects rugueux. Pourtant, l'énergie sombre du film est restée, laissant le public secoué et les critiques divisés. Le travail de Dassin était déjà sous surveillance, et cela n'a pas aidé. Brute Force n'était pas juste un film de prison. C'était un cri de rage contre l'autorité, et Hollywood voulait faire taire ce cri. Odds Against Tomorrow, 1959. Odds Against Tomorrow de Robert Wise fut l'un des derniers souffles du film noir classique, et il refusa de partir en silence. L'histoire suit 3 hommes planifiant un braquage, 2 criminels endurcis et un ancien soldat noir joué par Harry Belafonte. L'attention ne concerne pas seulement le vol, mais aussi la race. Dès la première scène, Wise le rend clair. Le racisme est la véritable bombe à retardement. Pour 1959, c'était de la dynamite. Le film ne sucre pas le venin, montrant comment les préjugés empoisonnent la confiance et condamnent le braquage avant même qu'il ne commence. Les critiques ont loué la performance de Belafonte, mais de nombreux cinémas ont hésité. Certains marchés du Sud ont refusé de le projeter entièrement. Hollywood lui-même ne savait pas comment le vendre. Était-ce une histoire criminelle, une critique sociale ou les deux? Le climax était une pure métaphore, le braquage implose, et dans les derniers instants, la haine des personnages les détruit tous, ne laissant que des décombres et du feu. Le message n'était pas subtil. Les divisions de l'Amérique étaient une condamnation à mort. Les studios n'étaient pas pressés de mettre en avant une parabole aussi sombre, surtout une qui obligeait le public à affronter les tensions raciales sur le E.
à la veille des années 1960. Le résultat, Odds Against Tomorrow, a été discrètement mis de côté, privé de la reconnaissance qu'il méritait. Aujourd'hui, son honnêteté troublante le distingue comme l'un des derniers chefs-d'œuvre audacieux du film noir. Voilà 15 films noirs que Hollywood a tenté d'étouffer, de censurer ou d'oublier. Ce n'étaient pas seulement des histoires sombres, elles étaient dangereuses parce qu'elles disaient des vérités que la société bien pensante ne voulait pas entendre. Que ce soit la corruption dans le système, la cruauté à la maison ou les fissures dans le rêve américain, ces films ont forcé le public à regarder dans l'ombre. Lequel vous a le plus choqué? Laissez un commentaire, abonnez-vous et partagez cette liste avec quelqu'un qui pense que les vieux films étaient sans risque.